À distance, bonne rentrée à tous pour ceux qui rentrent actuellement. Dans notre culture occidentale, nous aimons ce qui naît, ce qui apparaît, ce qui se crée. Nous avons beaucoup de mal à considérer ce qui se transforme. Un philosophe italien a écrit superbement sur ce qu'est pour nous la beauté des choses naissantes. Une fleur qui vient d'éclore, un petit animal qui s'éveille au monde, un chaton, un oisillon, un bébé. Nous savons certes que rien ne reste en l'état. Depuis Héraclite, on nous a appris qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, mais nous sommes mal à l'aise par rapport à la transformation permanente des choses et des êtres. L'entropie nous effraie et nous voulons sans cesse redonner forme, jeunesse, éclat. D'une certaine manière, nous préférons encore la mort à la vieillesse et au risque de la déchéance. C'est ainsi que la consommation est apparue comme un parfait complément de notre fascination pour la création et pour la production. On a souvent souligné la proximité entre consommer et consumer. Ce qui est consommé serait comme évanoui, disparu, mort, brûlé par le feu. Plus de traces, plus de dégradation, plus de remords ni de responsabilité. L'idéal du produit est le produit frais, celui qui ne disparaît pas, qui disparaît après sa date limite de consommation, qu'il ait été mangé ou jeté. Il nous faut pourtant admettre aujourd'hui que c'est là que tout commence. D'abord, il y a les déchets. Et lentement, paresseusement, à reculons, nous intégrons peu à peu les cycles de l'écologie à notre vision du monde. Notre consommation produit des gaz, du méthane, du CO2 qui s'accumulent dans l'atmosphère avec les conséquences que l'on connaît. Elle produit aussi des emballages, des plastiques qui demeureront dans la nature ou au fond des océans durant des centaines d'années. Dans le cas de l'énergie nucléaire, elle produit des déchets qui resteront actifs et dangereux pendant, eux, des centaines de milliers d'années. Comment concilier notre goût des choses naissantes et ce fardeau que nous laissons à tant de générations futures? À côté des déchets et de ce que nous jetons, il y a ce que nous absorbons. Et nous avons encore plus de mal à le penser comme un point de départ. C'est là que notre vision du monde nous entrave. Nous avons le plus grand mal à comprendre les cycles de la vie. Bien sûr, nous savons qu'il faut manger pour vivre. Mais réalisons-nous, comme l'écrit le philosophe Emmanuel Ecochea, que manger, c'est toujours manger du vivant et que ce n'est que cela. Que l'on mange des animaux ou des végétaux, c'est toujours la vie que l'on mange. Et ce qui nous fait vivre quand on mange, c'est la vie que l'on absorbe. Nous nous croyons créateurs, producteurs, consommateurs, mais la vérité, c'est que nous sommes traversés et transportés par la vie. Et quand nous mourrons, notre vie ne disparaît pas dans la mesure où nous sommes mangés à notre tour. Enterrés, les corps sont absorbés par les vers qui, par milliards, labourent et fécondent la terre. Brûlés, les corps produisent des cendres qui, soumises à la lumière et à la photosynthèse, se transformeront en matière organique, en arbres et en plantes. La leçon du monde, c'est celle de la métamorphose et de la transformation permanente. Pourtant, tout le problème, c'est que cette leçon, nous ne voulons pas l'entendre. Nous paraissons incapables de quitter notre univers de croissance, de chaînes de valeur mondialisées, de surconsommation pour les uns et de famine pour les autres, de survaccination pour le Nord et de bombes à retardement viral pour le Sud. Les rapports du GIEC se succèdent et on a l'impression que malgré les belles déclarations, les États sont encore dans les demi-mesures. Au début de la pandémie, on entendait que le monde d'après serait bien différent. On ne l'entend plus. L'actualité de cet été, c'était les méga-feux, les dômes de chaleur et les inondations. Pareil, des responsables disent que cela ne peut plus continuer de la même façon, et le pire, c'est que certains sont sincères. Mais les pesanteurs sont telles que les meilleures volontés s'enfoncent dans les sables. Rien d'essentiel ne paraît avoir changé depuis le documentaire d'Al Gore sur une vérité qui dérange. À Davos et à la Tribune des Nations Unies, il a fallu qu'une jeune fille, presque une enfant, s'écrie qu'elle avait peur et qu'elle voulait que tous ces chefs d'État aient peur, eux aussi, pour agir enfin à la hauteur des enjeux. Quittons toutefois la sphère du politique et regardons plus près de nous. Le quotidien de nos entreprises est rythmé depuis une quinzaine d'années déjà par ce qu'on appelle la disruption digitale ou la transformation numérique. Mais ne nous payons pas de mots.
Nous engageons-nous réellement dans les transformations en profondeur que permettrait la technologie? Certes, nous nous équipons et nous nous adaptons. Comme par miracle, le télétravail a décollé en 18 mois. Mais où en sont les projets de relocalisation industrielle à grande échelle avec la production additive et les imprimantes 3D? À l'heure de l'intelligence artificielle et de la 5G, on pourrait concilier décroissance des activités décarbonées et croissance des aménités pour tous. Pourquoi ne le fait-on pas? On est encore dans le sillage des mensonges et des illusions qui avaient marqué le début du XXIe siècle lorsque des dirigeants surfaient sur une compréhension approximative de la révolution numérique pour annoncer une stratégie faiblesse dans leur entreprise. S'agissait-il d'une stratégie de transformation? Vu de loin, on pouvait le croire. Mais en fait, il s'agissait de tout le contraire. C'était une stratégie délibérée de non-transformation. Profitant de la mondialisation, on envoyait des usines à l'autre bout du monde, sans transformer les process, et en se contentant d'empocher la différence de coûts salariaux. Et l'on mettait en œuvre toute une ingénierie financière pour sortir la production du périmètre de la firme en invisibilisant plutôt qu'en transformant, et en faisant miroiter aux salariés un court-circuit sociologique vers un univers post-industriel. Là où, en fait, on ne faisait que régresser vers un modèle archaïque d'entreprise de donneuse d'ordre entourée de sous-traitants. Nous n'en sommes plus là, certes, mais la question qui se pose est loin d'être triviale. Il s'agit désormais de concevoir et de mettre en œuvre non pas des faux-semblants, mais des vraies stratégies de transformation. Ce n'est pas le lieu de développer ici toutes les dimensions de la réponse technologique, sociale, juridique, managériale, économique. Nous voudrions seulement insister sur une dimension qui joue un rôle essentiel, la dimension culturelle. Il nous faut nous ouvrir à des modes de pensée dans lesquels ces notions de transformation et de métamorphose occupent une place centrale. La Chine considère que l'Occident a su tirer les dividendes d'une pensée qui faisait de l'homme le maître et le possesseur de la nature. C'est ce qui lui a permis depuis 5 ou 6 siècles d'inventer, de créer, de mettre en œuvre des inventions parfois conçues ailleurs, de produire, de faire croître ses populations, ses richesses, sa puissance. Mais vu de Chine, cette période touche à sa fin. L'Europe et l'Amérique seraient désormais culturellement moins bien équipées que l'Asie pour inventer une nouvelle place pour l'homme à l'âge du numérique et des équilibres écologiques. Faut-il accepter un tel diagnostic? Ce serait accepter en même temps de plier la voilure sur un ensemble de valeurs dont nous sommes héritiers, auxquelles nous tenons et dont l'avenir est loin d'être assuré. La démocratie, les libertés, l'émancipation des individus, la place des femmes dans la société. Nous devons affirmer que l'histoire n'est pas écrite, mais que nous devons plus que jamais nous transformer et que nous devons surtout transformer en profondeur notre conception de la transformation. Pour élargir et renouveler notre vision du monde, il n'y a pas que la Chine et l'Asie. L'ONU et l'UNESCO insistent à juste titre sur l'enjeu de la diversité culturelle et sur l'importance qui s'attache à la défense des peuples premiers. Depuis plusieurs décennies, les laboratoires pharmaceutiques ont compris qu'une source essentielle d'innovation reposait dans la connaissance millénaire par ces peuples des effets thérapeutiques de certaines plantes. Plus généralement, nos conceptions des équilibres de la nature et du vivant pourraient profondément se ressourcer au contact des mythes, des cosmogonies et des pratiques que vivent encore intensément certains peuples premiers. L'époque actuelle nous confronte en effet à un monde ternaire fait d'hommes, d'animaux et de tomates. Nous cherchons à définir de nouveaux équilibres de la biosphère en voulant établir d'autres rapports entre les hommes et les autres manifestations de la vie. Et de façon disjointe, nous cherchons à fonder de nouveaux rapports dans la noosphère en entendant instituer une cohabitation vertueuse entre les hommes, l'intelligence artificielle et les robots. Il est temps de jeter des ponts entre ces deux défis. Il n'y a pas si longtemps, avant le néolithique, les hommes avaient développé toute une spiritualité d'alliance avec les forces de la vie qui les entouraient. La chasse était une activité aventureuse, risquée et incertaine. Les hommes ne s'y engageaient pas dans une posture de force et de domination. D'après ce que les anthropologues comprennent aujourd'hui, ils abordaient le monde des animaux et des plantes avec des sentiments d'altérité et de respect. Ce que l'on appelle le chamanisme correspond sur tous les continents aux caractéristiques de cette vie spirituelle
avant l'émergence des grandes religions. Selon Philippe d'Escola, un grand anthropologue, nos ancêtres ne s'inscrivaient pas dans une des ontologies qui dominent le monde aujourd'hui, naturalisme, animisme, totémisme. Comme on le voit avec l'analogisme, encore présent chez certains peuples premiers, ils se représentaient chaque manifestation de la vie comme un univers étanche, particulier, sans communication interespèce. Il n'existait pas d'animaux domestiques, et les rennes ou les lions n'avaient rien à voir avec les hommes. Pour les suivre, pour les surprendre, pour les chasser, il fallait faire l'effort de pénétrer leur psychisme, parvenir à entrer dans leur physicalité, communiquer avec l'autre. Les hommes capables de cet exploit, au terme d'un long apprentissage, étaient des personnes un peu spéciales, munies de pouvoirs de passeurs et souvent dopées par des substances hallucinogènes, les chamans. En introduisant cette 16e université d'été de GS1 sur Des produits les hommes, je voulais partager avec vous cette image. Nous sommes en effet à la croisée des chemins. Une voie consiste à continuer dans la direction que nous privilégions depuis des siècles, n'aimer que ce qui naît, que ce qui se produit, que ce qui est neuf, que ce qui se projette. On dit que pour un marteau, tout problème a une forme de clou. Dans cette conception, même l'univers et la vie, nous l'appelons nature, en latin natura, ce qui advient du verbe nascor, naître. L'icône de cette conception, c'est le produit industriel parfait, fini, emballé, zéro défaut. Cette voie est celle de la réification. Aussi bien les hommes que les animaux que les automates, tout finira par prendre la forme de produit. Quand nous voyons à GS1 les QR codes quitter le monde de la marchandise pour marquer les animaux, les process numériques ou les passes humains, on ressent fortement cette voie de l'implosion. Le risque de cette voie, c'est que l'homme s'enferme dans le paradoxe de Midas, le roi Midas qui était mort de faim car son vœu avait été exaucé et que tout ce qu'il touchait se transformait en or. Ne sommes-nous pas condamnés à mourir de faim si nous ne reconnaissons plus la vie et si nous transformons tout ce que nous touchons en code? L'autre voie, c'est celle d'une reconnaissance des lois de la vie, celle de la transformation et de la métamorphose. Freud opposait la voie d'Eros à celle de Thanatos. Ma conviction, c'est que chez GS1, nous pouvons y œuvrer et que mener ce combat est notre raison d'être. Nos standards peuvent puissamment contribuer au déploiement d'une économie circulaire. Nos registres ne sont pas faits pour enfermer dans les identités figées. Les produits peuvent devenir gender fluide, pour prendre un mot à la mode. Nous pouvons faire en sorte que l'écologie elle-même se transforme et quitte ses références statiques à la maison originaire. Comme l'écrit ce philosophe que j'ai déjà cité, Emmanuel Ecocha, la technologie peut être pensée sur le modèle d'une des métamorphoses de la vie, sur le modèle du cocon. Le cocon est en effet l'objet technique par excellence. Il est l'outil qui fait coïncider transformation de soi et transformation de la texture du monde. C'est un œuf postnatal, un instrument de rajeunissement et de transformation de soi qui arrive après la naissance. Une nouvelle alliance peut se former entre la vie, les hommes et l'intelligence artificielle. Chacun doit rester dans son couloir, mais par moment, et selon des règles précises, une communication doit s'établir entre ces univers. Y a-t-il une plus belle mission que de devenir, nous, les chamans de cette alliance nouvelle? Voilà, merci beaucoup.